Bonjour à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime particulièrement les ordinateurs un peu obscurs, un peu hors du commun. Alors quand je suis tombé sur cet ordinateur, non je plaisante, on va parler du FKC 16BM. Lorsque j'ai acquis cet ordinateur, la seule information que j'ai eue avec, c'est qu'il viendrait probablement d'Allemagne de l'Est. Et cette info a piqué très fort ma curiosité. Alors, de quoi s'agit-il? D'extérieur, le look de cet ordinateur est pour le moins austère, et on n'a aucun mal à croire qu'il vienne de l'Allemagne de l'Est. Et pour cause, le boîtier est strict, sans fioritures, pensé avant tout pour être fonctionnel plutôt qu'agréable à l'œil. Pas de rondeurs inutiles, pas de détails superflus. Ce choix de design, ou plutôt cette absence de choix de design, s'inscrit dans un mouvement très reconnaissable du bloc de l'Est, entre l'après-guerre et la chute du mur de Berlin, le fonctionnalisme. Ici, pas de place pour le superflu. Chaque forme découle directement d'un impératif fonctionnel, et si un élément n'est pas nécessaire, il n'existe pas. Le concept même de design est resté au fond du placard, rangé juste à côté de l'espoir de connaître un jour le goût du Coca-Cola. C'est une philosophie qu'on retrouve partout dans les productions industrielles du bloc de l'Est, qu'il s'agisse de mobilier, d'architecture ou même d'électronique. Résultat, des objets indestructibles, mais qui donnent aussi l'impression d'avoir été conçus par quelqu'un qui trouve la joie suspecte. Et c'est exactement ça qui fait que j'ai pas trop de mal à croire que le FKC 16BM vienne d'Allemagne de l'Est. C'est brut, utilitaire, taillé pour faire ce qu'on lui demande et rien de plus. C'est un peu l'anti-Apple, si vous voulez. Bah oui, parce que faire de l'esthétique pour séduire les foules, c'est surtout une composante du capitalisme. Et de l'autre côté du mur, c'est pas tellement l'ambiance à l'époque. Et vous vous dites sûrement que j'abuse, qu'il y a quelqu'un qui a au moins choisi la couleur. Non. Le boîtier est en acier, et jusque dans les années 90, la peinture anti-rouille était le plus souvent à base de minium de plomb, un pigment orange vif qui protège particulièrement bien contre l'oxydation. Encore une fois, c'est un non-choix. Alors jusque-là, attention, je taille, mais j'ai aucune preuve que cet ordinateur vienne bien de l'Allemagne de l'Est. C'est ce qu'on m'a dit, ça en a tout l'air, mais c'est tout. Je sais même pas ce que c'est que cet ordinateur, je sais rien du tout. Et mes recherches sur le net retournent des résultats assez maigres. Pour être plus précis, j'ai un seul site comme résultat intéressant, le site personnel d'un certain Dr Schuchner. J'espère que je massacre pas son nom. Sur le site, il y a une page avec plein de photos de prototypes d'un ordinateur, mais rien qui ressemble à ce que j'ai dans les mains. Tout simplement parce qu'aucun de ces prototypes en photo n'a de boîtier. Alors pour en avoir le cœur net, on va ouvrir celui-ci juste pour savoir si on est sur la bonne piste ou non. Je vais pas trop regarder ce qu'il y a dedans pour le moment, je veux juste savoir si ce que j'ai entre les mains ressemble de près ou de loin à ce qu'on a sur le site. Alors les trois premières images ont l'air de montrer un circuit fait sur une plaque de prototypage, donc c'est clairement pas ce que j'ai. Mais les quatrième et cinquième images, on dirait bien que le circuit imprimé c'est le même. Alors les composants sont pas forcément tous les mêmes, on n'est sans doute pas sur la même révision de circuit, mais c'est bien le même ordinateur. Ok, donc on a une mention de cet ordinateur sur ce site. Sur le site, il y a une adresse mail, celle du docteur Schuchner. Donc je lui ai envoyé un message pour avoir plus d'infos, on sait jamais, une bouteille à la mer. J'ai aussi feuilleté un peu le site et ça parle d'un autre ordinateur, le SLC1, un ordinateur d'échecs. Pas beaucoup plus d'infos, juste quelques photos, mais en bas de la page, il y a un lien vers une page Wikipédia. On y apprend notamment que SLC1, c'est l'acronyme de Shah Learn Computer 1, que c'est un petit ordinateur sorti en 1989 à base du processeur U880, un clone de Z80. Et surtout, qu'il a été conçu par Dieter Schuchner. Attends. Un clone de Z80? Alors en regardant de plus près, j'ai aussi un U880 dans cet ordinateur. Et vu le clavier, je commence à comprendre ce que c'est. Si je résume, on a le site du docteur Schuchner qui parle de deux ordinateurs, dont un, le SLC1, dont on sait maintenant qu'il est le créateur. Ça me conforte quand même dans l'idée qu'il est fort probablement le créateur de cet ordinateur. Et 4 jours plus tard, je reçois une réponse au mail que je lui avais envoyé. S'en suivent quelques échanges et voilà ce qui en sort.
Cet ordinateur a été conçu en tant que prototype et ordinateur pour usage en interne dans une usine de semi-conducteurs à Francfort. Il a été conçu entre 84 et 86 sur la base du Sinclair ZX80 mais avec la ROM du ZX81. On y reviendra dans un instant. On confirme donc définitivement la théorie de l'Allemagne de l'Est. Les ZX80 et ZX81 sont deux modèles d'ordinateurs personnels commercialisés par Sinclair en 1980 et 81. Suivez un peu. Ce sont deux ordinateurs britanniques basés sur le processeur Zilog Z80. Le ZX81 en particulier a connu un grand succès grâce à son prix, l'équivalent aujourd'hui de 450 €. Ce qui est vraiment pas cher pour un ordinateur, surtout au début des années 80. Et encore, vous pouviez aussi l'acheter en kit, le monter vous-même pour environ 250 €. Imbattable. Alors le ZX81 avait une puce faite sur mesure qui combinait plusieurs circuits standards du ZX80. Ça fait qu'entre les deux, on est passé de 21 puces à 5. C'est ce qui a permis de drastiquement réduire le prix de la machine. En revanche, ça ajoutait une puce propriétaire qu'aucun autre fabricant d'ordinateur ne pouvait se procurer. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec pas mal de clones du ZX80 qui utilisaient des composants standards, donc faciles à trouver, mais qui avaient les capacités logicielles du ZX81. Et d'un point de vue technique, les deux machines sont tellement similaires qu'il existait même un kit officiel pour transformer son ZX80 en 81. Ce kit ne comprenait que le nouveau clavier et la nouvelle ROM. La ROM, c'est la puce qui contient le programme principal de l'ordinateur. Au passage, 1984, c'est un peu tard pour un clone de ZX80. Mais faut pas oublier qu'à l'époque, il y a un embargo. Et la révolution informatique va mettre un peu de temps à franchir le mur. Les ordinateurs qu'on connaît ne sont pas vendus dans les pays du bloc de l'Est. Et c'est même pire que ça. Les puces non plus ne sont pas vendues dans les pays du bloc de l'Est. Le processeur de cet ordinateur, comme on l'a remarqué tout à l'heure, n'est d'ailleurs pas un Zilog Z80 à proprement parler, mais un U880. C'est une réplique non officielle du Z80 issue de l'espionnage industriel. Ça sera le cas de beaucoup de puces à partir de 1980. Les pays du bloc de l'Est ne veulent pas se retrouver en retard industriellement sur le reste du monde, et ils vont envoyer des espions un peu partout pour pouvoir refaire leur propre version de tout plein de composants. Donc le docteur Schuchner m'apprend aussi qu'il n'a été fabriqué qu'entre 100 et 200 exemplaires de cet ordinateur, qu'il a été conçu pour une utilisation interne à l'usine de semi-conducteurs, mais que quelques exemplaires ont aussi été fournis au club d'informatique de Francfort. Et enfin, il m'apprend l'origine du nom, et vous allez voir qu'on est encore dans la vibe fonctionnaliste. FKC pour Frankfurt Klein Computer. Petit ordinateur de Francfort. 16 pour les 16 kg de RAM. BM pour Betriebsmittel, ce qui pourrait se traduire par équipement d'exploitation. Enfin, c'est le matériel de l'usine, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Alors, je rallume jamais un ordinateur de but en blanc comme ça. Je commence toujours par vérifier que l'alimentation est correcte et tester 2 ou 3 petites choses avant de le rallumer. Après avoir vérifié l'alimentation, j'ai dû fabriquer un câble pour la sortie vidéo. Après avoir fabriqué le câble, j'ai tenté d'allumer l'ordinateur, mais sans succès. L'écran ne reçoit rien. Rien du tout. Aucun signal. Mon premier suspect après les condensateurs, c'est toujours la moindre puce sur support. On vire Ici, il y en a ça. quelques-unes. Avec le temps, il peut y avoir de la poussière qui vient s'installer entre les pattes de la puce et celles du support, et c'est sans compter la corrosion. Donc, on les retire une à une et on asperge de nettoyant contact. Tiens, celle-là, elle a une patte tellement tordue qu'elle n'est plus du tout dans le support. On remet tout ça et on a un signal vidéo, mais il est tout pourri. Alors, je suis pas certain que la patte tordue ait changé quoi que ce soit. Cette puce gère normalement les entrées-sorties avec le port d'extension et je pense qu'elle n'a rien à voir avec le signal vidéo. Donc on va dire qu'il est tombé en marche. Ou presque. J'ai cherché littéralement des heures pourquoi j'avais un signal vidéo tout pourri comme ça. Et c'est pas simple, vu que tous les composants sont des copies de versions américaines avec une référence allemande et que je trouve pas de table de correspondance, ni de documentation. Pour me vider le cerveau, je me suis dit que j'allais jouer un peu avec le ZX81 que j'ai et que j'ai pas sorti depuis longtemps. Et attends, mais c'est quoi ce bordel? Ok, donc sur écran cathodique, ça fonctionne très bien. C'est sur mon petit écran digital que ça merde. Je le sais en plus. J'ai pas mal de consoles et d'ordinateurs qui sont pas compatibles avec les écrans plats modernes. Donc, si je reteste le FKC sur écran cathodique, Et voilà. j'y crois pas. Il fonctionnait nickel. J'ai passé des heures à chercher une panne qui Wow. n'existait pas.
Faut pas aller Bon trop bah vite. maintenant, il n'y a plus qu'à taper un jeu pris dans un bouquin pour ZX81 et voir si ça marche. Run. Si vous souhaitez en savoir plus sur le ZX80 et 81, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Olipix qui a fait une vidéo super intéressante à ce propos. Je vous ai mis le lien dans la description. Toutes les restaurations que je vous ai montrées là, je les fais en live sur Twitch. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous mets aussi le lien dans la description. En attendant de vous y retrouver, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. À la prochaine!